Voilà, c'était comme un coup de tonnerre, un documentaire réalisé par Jérôme Casa. Pourquoi ce 21 avril 2002 reste une date traumatisante dans l'histoire politique française? Pourquoi dit-on aujourd'hui que le FN pourrait être en tête des prochaines élections européennes? Et comment expliquer cette implantation durable du Front National de Jean-Marie à Marine Le Pen dans le paysage politique français? On en parle maintenant avec mes invités. Et tout d'abord, vous, Jean-Marie Le Pen, vous êtes bien sûr l'un des personnages principaux, je le disais tout à l'heure, de ce documentaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes également avec vous, Pascal Perrineau, bonjour. Vous représentez bien sûr le CEVIPOF et vous êtes l'auteur de ce livre qui vient de paraître chez Fayard, La France face au Front, un livre qui décrypte justement les raisons du succès actuel du Front National. Et puis Jean-Christophe Cambadélis, on vous a vu également dans ce documentaire, député socialiste proche de Lionel Jospin. Ma première question est pour vous. Incroyable quand on revoit ces images de voir l'aveuglement de la famille socialiste dans toute cette campagne et dans toute cette affaire. Pas simplement de la famille socialiste. Oui, enfin, des sondeurs, ce documentaire portait sur votre famille. Des sondeurs. Je réfléchissais au fait que les sondages qui ont été faits le jour du vote ne mettaient pas M. Le Pen et l'extrême droite au deuxième tour de l'élection présidentielle, le jour du vote. Ouais. Et évidemment, quand on a eu les premiers résultats, ce que l'on voit dans le film, on était comme sidérés. Ça nous semblait impossible, incroyable. À travers ce film, je me remémore des moments extrêmement difficiles et j'espère que ça ne se reproduira pas. Pour vous aussi, Jean-Marie Le Pen, c'était une immense surprise d'être au deuxième tour? Pas du tout. Je l'avais annoncé même à la presse, je crois que c'est 15 jours ou 3 semaines avant. J'étais interrogé sur le sujet et j'avais fait un scénario. J'avais dit, écoutez, je vais voir ma boule de cristal. Attendez, je vois une page de journal. Je crois que c'est Libération. Et un titre, Lionel Jospin, crucifié par sa majorité plurielle. Autrement dit, j'avais pressenti que le grand nombre de candidats de gauche qui se présentaient et qui ont fait des résultats très importants. L'extrême gauche a fait près de 10%, entre la LCR et Besancenot, je crois, ils ont fait... ils ont fait près de 10%. Il y avait Chevènement. Mais je disais d'ailleurs Chevènement qui était donné à 14% dans les sondages un mois et demi avant. Et j'ai dit, s'il fait 12, je battrai. S'il fait 10, je le battrai. S'il fait 8, je le battrai. Il a fait 6. C'était donc pas, vous nous le dites, une surprise pour vous. Pourtant, on a beaucoup dit, beaucoup écrit, beaucoup lu, que vous avez presque eu un sentiment de peur parce que soudain, le pouvoir était là. Une autre raison, c'est que j'avais eu la Nouvelle-Calédonie au téléphone qui m'avait dit, Président, on a doublé nos voix par rapport à la dernière fois. Et je me suis dit, bon, ben, ça veut dire qu'on va faire un score et que compte tenu de l'extrême division de la gauche, car ça a été ça, la vraie raison de l'élimination de Lionel Jospin. Et à la limite, si vous voulez, je n'en étais pas satisfait, car je dis très honnêtement, politique à part, même politique, je préférais Jospin à Chirac. Voilà. J'ai d'ailleurs dit un jour, il sera pire. Il sera pire que Jospin, voilà. On y reviendra peut-être. Pascal Perrineau, qu'est-ce que vous regardez, comment vous réagissez quand vous revoyez cette campagne de Lionel Jospin, cette sidération effectivement qu'on voit dans le documentaire au sort du 21 avril. Il y a cette dispersion historique de la gauche. Il y a 16 candidats, 8 candidats de gauche, et dont des candidats qui sont dans la mouvance socialiste. Il y a Madame Taubira, il y a Monsieur Chevènement. Jamais, à mon avis, vous voyez, François Mitterrand n'aurait laissé se développer, j'allais dire, de telles candidatures. Il y a une certaine forme de naïveté en amont, et même vis-à-vis de l'extrême gauche et de Besancenot, dont on sait que certains élus socialistes, eh bien voilà, ils ont signé pour que Besancenot puisse se présenter. Donc il y a une certaine naïveté du Parti socialiste que l'on voit d'ailleurs à l'œuvre dans ce film. Il y a une naïveté, d'ailleurs naïveté avouée. Naïveté avouée de Lionel Jospin, vous savez, sur le thème de l'insécurité, qui est un thème tout de même présent dans cette campagne présidentielle de manière particulière, contrairement à d'autres campagnes. Naïveté également quand le sujet de la dépénalisation du cannabis est abordé. On voit bien, il y a des réactions diverses, et pourtant, voilà, le sujet est traité. On voit bien les socialistes s'opposer. Naïveté également quand on sous-estime un peu l'adversaire. Moi, ça m'a frappé en regardant à nouveau ce film,
de voir que d'une certaine manière, Jacques Chirac n'est pas pris au sérieux dans un premier temps. D'ailleurs, on va le décrire comme étant quelqu'un d'usé, de vieilli, de fatigué. Et d'ailleurs, Lionel Jospin, après, se dit... Oui, j'ai dû dire ça à des journalistes, mais je ne me reconnais pas dans ce que j'ai dit. Parce qu'il se rend compte qu'il a commis voilà, une erreur. Voilà. Ouais. Et puis, donc là, c'est la naïveté jouxte à la superbe. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on est tellement sûr de soi qu'on méprise et sous-estime l'adversaire ou les adversaires. 12 ans après, Jean-Christophe Cambadélis, comment vous expliquez que la France, ce jour-là, fait ce choix électoral-là? Il y a les questions que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la fragmentation, 16 candidats, évidemment, c'est très difficile d'être en dynamique dans cette situation. Deuxièmement, il y a beaucoup de candidats à gauche, mais j'y rajouterai une chose, c'est qu'ils avaient tous un adversaire, c'était Jospin. Et ils tapaient tous sur Jospin. Jean-Pierre Chevènement a été celui, pourtant c'est un personnage un homme politique que je respecte, mais qui a été d'une violence absolue contre Lionel Jospin. Ni Noël Mamère a fait exactement la même chose. Madame Taubira était plus ambivalente, mais elle était quand même dans une critique de Lionel Jospin. Donc à partir de là, la certitude de gagner, les sondages avaient joué. Et la fragmentation ont conduit à un moment d'égarement. Oui, mais vous parlez tous d'abord de cet éparpillement des voix, de ces postures politiques, le contexte de la France. Mais j'y rajouterai deux choses. L'abstention, qui a progressé lors de cette élection, et le vote blanc et nul, 3,5%, du jamais vu. Alors, d'un certain point de vue, on évoquait là la sous-estimation de Jacques Chirac, c'est vrai. Peut-être le fait de jouer le deuxième tour avant le premier, aussi. Et la certitude des commentateurs du Parti socialiste, de la gauche, que de toute façon on est au deuxième tour. Et je ne sais pas si c'est de la naïveté, en tout état de cause, le fait qu'on n'a pas joué pleinement le premier tour de la présidentielle. Au-delà de la naïveté, je reprends vos termes, de tout ce qu'on vient de se dire sur l'éparpillement des voix, est-ce que vous aviez aussi eu le sentiment, Jean-Marie Le Pen, de réaliser une excellente campagne, ou est-ce que tout ça vous est arrivé finalement malgré vous, à cause de tout ce contexte qu'on vient de décrire? Mais moi, je constituais la surprise parce que le Front National sortait d'une crise très grave, d'une scission, la scission Maigret, qui avait pratiquement dépouillé de la moitié de ses cadres et d'une partie de ses militants. Mais je ne partage pas votre opinion, M. Perrineau, sur la surprise de Jacques Chirac. Il a fait une énorme contre-performance. Le président sortant ne fait pas 20% des voix. Et c'est ce qui va d'ailleurs motiver mon inquiétude du deuxième tour, parce que je vois une perspective, il n'est pas impossible, je pense, qui est une déferlante populiste, comme on dit aujourd'hui, parce que Chirac a fait, en effet, le président sortant, c'est lui, il a fait un résultat pitoyable. Donc, on l'avait surestimé, pas sous-estimé, Chirac. Et on m'avait sous-estimé compte tenu de la grave crise que traversait le Front National. On se dit, bon, ben, en tous les cas, ce coup-ci, Le Pen n'est pas dans le coup, quoi. À l'époque, vous étiez prêt à la gouverner, cette France-là, ou vous avez eu peur de ce à quoi vous pouviez potentiellement arriver? Ou par définition, le pouvoir est quelque chose qui ne vous intéressait et qui ne vous intéresse pas? On m'a dit, ah, mais c'est curieux, vous n'étiez pas joyeux le jour où vous avez appris que vous étiez au deuxième tour. Non, parce que d'abord, j'avais mon papier, ma déclaration à rédiger, je n'avais pas de collaborateur pour le faire. Et ensuite, je me suis dit, mais bon sang, mais il n'est pas impossible. Je dis, il est possible qu'il y ait une vague déferlante compte tenu de la très médiocre performance de Chirac, de l'élimination de Lionel Jospin. Peur, pour parler clair. On ne sait pas. Et donc je pourrais me trouver dans 15 jours à avoir à désigner un secrétaire général de l'Élysée, un Premier ministre, etc. Parce que vous considériez que vous n'étiez pas fait ou prêt pour le pouvoir? Non, nous ne sommes pas prêts à prendre le pouvoir, non. Mais on peut être président de la République sans être prêt à prendre le pouvoir. C'est une autre question, une autre conception. Mais en l'occurrence, c'était une aventure extraordinaire de ce côté-là. C'est très étonnant ce que nous dit Jean-Marie Le Pen. Pascal Perrineau, est-ce qu'on n'est pas là déjà dans ce débat en train de toucher la différence principale entre Jean-Marie et Marine Le Pen, c'est-à-dire le rapport au pouvoir et à la possibilité de prendre le pouvoir, d'exercer ce pouvoir? Non, mais c'est agréable d'entendre un homme politique parler vrai, si vous voulez. Et là, je crois que lorsque Jean-Marie Le Pen dit le Front National, à la suite de cette scission, en effet, extrêmement importante entre le mouvement de Bruno Maigret et ce qui restait le Front National,
National. Le Front National était, dans son histoire, il n'était pas prêt, objectivement, en effet, parce qu'il avait été saigné à blanc par cette scission. Mais je crois aussi qu'il faut, puisque vous nous appelez à réfléchir au contexte, essayer de comprendre l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen, la contre-performance de Lionel Jospin. La contre-performance, c'est vrai, pour un président sortant du président Chirac. Il faut essayer de le comprendre en fonction de la cohabitation. Oui. La cohabitation, tout de même, avait duré 5 ans. Jamais la France n'avait connu une période aussi longue de cohabitation. Et peu à peu, s'était installée dans une partie de l'opinion, de l'électorat, l'idée au fond que, ben oui, PS, RPR, UDF, tout ça, c'était à peu près la même chose, puisque quelque part, ils avaient gouverné pendant 5 ans ensemble, hein, en oubliant que les rapports entre Jacques Chirac et son Premier ministre, Lionel Jospin, n'étaient pas toujours au beau fixe. Mais enfin, en termes de représentation, il y avait certainement une recherche d'un ailleurs. Ouais. Et Jean-Marie Le Pen et le Front National ont bénéficié un peu de cette recherche d'un ailleurs, puisque Jean-Marie Le Pen, il est mieux placé que moi pour le dire, fait mieux en 2002 qu'il ne faisait en 1995. Donc il y a tout de même une légère dynamique en sa faveur, en dépit, en effet, de la crise qu'il vient de traverser. Et donc il faut essayer de réfléchir à cela aussi. Alors, vous serez tous d'accord sur ce plateau pour dire, c'est d'ailleurs le titre du documentaire, que ce 21 avril 2002 a été un coup de tonnerre, un point de rupture dans l'histoire politique française. Refermons le chapitre de cette campagne, faisons un voyage dans le temps et passons en 2014. J'ai vraiment envie que vous reveniez sur ce que nous a dit effectivement avec beaucoup de sincérité Jean-Marie Le Pen, sur ce rapport au pouvoir et comment il a évolué de 2002 à 2014, de Jean-Marie à Marine Le Pen. Jean-Christophe Cambadélis, vous qui observez tout ça avec attention. Oui, je crois que le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002 a été important pour la définition au Front National d'une stratégie qui vise à contourner ce mur qui s'est constitué lors du 1er mai, etc. Parce que je vais quand même rebondir pour aborder la situation actuelle. Il y avait quand même plusieurs éléments. Il y a un élément qui, à mon avis, a été très, vous me permettrez l'expression, matrissant dans cette élection, surtout à gauche, c'était le résultat de Maastricht. Et le débat sur la construction européenne. Il y a eu aussi l'inversion du calendrier. Autant d'éléments qui, dans l'analyse politique, le positionnement, a amené cette fragmentation au sein de la gauche. Mais ce qui s'est passé au deuxième tour a montré que le pays, je ne sais pas si M. Le Pen et l'extrême droite étaient en situation de le gouverner, je ne le pense pas, mais le pays n'était pas en situation de l'accepter. Et déjà, dans le débat entre M. Maigret et M. Le Pen, il y avait cette idée de dédiabolisation du Front National. Il y avait ce débat au sein du Front National. Comment faire face à ce mur de gens qui refusent le Front National. Donc Marine Le Pen est une manière que l'on voit d'ailleurs dans d'autres pays, on le voit par exemple au Danemark avec le même type de formation, est une manière de contourner ce mur qui vise à refuser, moi j'estime que c'est positif, hein, mais à refuser la montée ou la venue de l'extrême droite au pouvoir. Donc Marine Le Pen, et dans la continuité, je pense, de ce qui se fait au Front National. D'abord, le Bleu Marine n'est pas un parti, le Front National reste le Front National, mais c'est une offre qui permet de contourner ce deuxième tour de la présidentielle que nous avons connu en 2002. Alors, je rebondis sur vos termes, diabolisation et dédiabolisation. Comment vous réagissez, Jean-Marie Le Pen, justement? Diabolisation, c'était votre période. Dédiabolisation, c'est le FN du temps de votre fille. Oui, je crois que c'est qu'il y a eu une grande évolution de l'esprit public. Les inconvénients, en quelque sorte, les échecs des différents gouvernements ont frappé de plus en plus directement, individuellement, chacune des citoyennes et citoyens. Et par conséquent, ils ont été amenés à se mettre en cause et à mettre en cause la politique générale. Et ils se sont aperçus que probablement leurs analyses correspondaient dans certains cas, en tous les cas, avec celles que proposait le Front National. Et il y avait donc ce qu'on peut appeler une dédiabolisation de fait, un progrès de fait dans l'opinion.
c'est vrai. Ben, il n'y a pas peut-être aussi, et M. Cambadélis pourrait parler en expert, car il a été vraiment un des architectes de la lutte contre le Front National, ce qui est son droit, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il a bien connu tout de même tous les aspects de cette affaire, en rappelant quand même qu'au deuxième tour, il y a un phénomène extraordinaire qui va être la cristallisation contre ma candidature de l'ensemble de la société française, enfin, en tous les cas, de celle qui apparaît sur les écrans. Et je rappelle quand même que la gauche, beaucoup de gens de gauche vont voter au deuxième tour avec une pince à linge sur le nez en disant il faut voter escroc plutôt que facho. Ça ne venait pas de nulle part, cette diabolisation du Front National de Jean-Marie Le Pen. Comment aujourd'hui vous regardez ce qu'on a appelé au mieux vos dérapages de l'époque? Je vous fais revenir sur ça, le point de détail de l'histoire, du rafour crématoire. C'était ça la diabolisation du Front National aussi. 4 expressions en 60 ans de vie publique, qui n'étaient pas rien quand même. C'est peut-être vous les regrettez aujourd'hui? Vous les regrettez aujourd'hui? Vous les regrettez aujourd'hui, ces dérapages? Mais c'est vrai que Marine Le Pen... Pardon, en parlant j'y reviens. Vous les regrettez aujourd'hui, ces dérapages? Vous les regrettez aujourd'hui, ces dérapages 2002-2014? Non, je ne regrette rien. Non, j'ai pu faire des maladresses peut-être, mais dans l'expression de ma pensée... Point de détail de l'histoire, c'est quelque chose que vous pourriez redire. Vous pourriez le redire aujourd'hui, point de détail de l'histoire à propos de la Shoah. Ça a été exploité contre moi d'une manière que j'ai trouvée absolument malhonnête et injuste. Mais vous pourriez le redire dans les mêmes termes aujourd'hui. La Shoah, point de détail de l'histoire, vous pourriez le redire. Non, vous vous trompez, madame, je n'ai pas dit ça. J'ai dit les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui fait que maintenant, en quelque sorte... Et vous pourriez le redire de la même manière? Je dis l'inverse. Je dis, écoutez, quand on m'interroge là-dessus, je dis non, j'ai bien compris que c'était la Deuxième Guerre mondiale qui était un effet des chambres à gaz, oui. Pascal Perrineau, je vais vous demander un exercice difficile, c'est nous résumer, mais c'est ce que vous faites très bien dans votre dernier livre, nous résumer l'évolution du corpus idéologique du Front National de Jean-Marie Le Pen en 2002 à celui de Marine Le Pen aujourd'hui en 2014. Alors c'est un mélange, mais le Front National n'est pas le seul parti à connaître à la fois de grandes permanences depuis sa naissance en 1972 jusqu'à nos jours, et puis des mutations, des recompositions, des évolutions. Les permanences, elles sont dans l'identité du parti. L'identité, on le disait tout à l'heure, le Front National était là en 1972, l'étiquette est là aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen est président d'honneur du Front National. Donc il y a des permanences qui, au-delà de l'étiquette, sont sensibles, en effet, dans les thèmes du parti. Et puis, il y a des inflexions, et sur ces inflexions qu'il est intéressant de s'interroger. Il y a d'abord un renouvellement générationnel. Un renouvellement générationnel, l'âge de la présidente actuelle du Front National, son histoire politique qui, par définition, partage certains éléments de celle de son père, mais n'est pas celle de son père, pour des raisons, j'allais dire, générationnelles. Et puis, des inflexions également dans les thèmes du parti. Certes, par exemple, la préoccupation du parti sur l'insécurité, sur l'immigration reste au cœur du dispositif. Mais on voit bien que, par exemple, sur le terrain économique, il y a eu des évolutions. La figure de l'État, de la puissance publique, la figure de la laïcité. C'était des thèmes qui n'étaient pas au premier plan du discours du Front National lorsque Jean-Marie Le Pen en était le président, même si en 2007, par exemple, Jean-Marie Le Pen avait commencé sa campagne par un discours à Valmy. Donc voilà, il y avait une symbolique. Vous avez parlé de la laïcité, qui est effectivement l'un des renouveaux du corpus idéologique, parfois des grands écarts, quand par exemple on peut entendre certains cas du Front National faire des références au gaullisme. Là, on se dit que le grand écart est quand même tout à fait. Là, en effet, le personnage du général de Gaulle n'était pas au cœur de l'iconographie que pouvaient utiliser certains leaders du Front National. Et vous êtes à l'aise avec cette évolution-là du corpus idéologique du Front National, Jean-Marie Le Pen, qu'on parle de laïcité, qu'on parle de gaullisme? Comme dans tous les partis politiques, vous jugez en fait non pas le programme du parti, mais les programmes présidentiels, qui sont ceux... Là, on parle du corpus idéologique. Oui, d'accord, mais je dois dire que la situation évolue. Et la situation était, on sortait en quelque sorte dans les années 80, on était dans les années du socialisme de François Mitterrand. Donc nous étions beaucoup plus dans l'opposition, amenés à défendre la liberté de l'entreprise sans être des libéraux. Mais tout de même, alors que maintenant la dégradation générale de la situation économique nous amène à rappeler que l'État peut et doit avoir un rôle d'animateur quelquefois.
Et donc c'est en cela que ça a changé. C'est parce que la réalité extérieure a changé. Donc le programme s'adapte à la situation extérieure. Nous répondons aux problèmes qui se posent concrètement aux Français. Jean-Christophe Cambadélis, le score que pourrait réaliser le Front National aux élections européennes, vous redoutez que ça puisse être le deuxième grand coup de tonnerre de la Ve République? Je ne crois pas, même si je pense que le Front National est dans une continuité en défendant les 3 I depuis le début, c'est-à-dire immigration, insécurité, identité. Même si je constate que la question de l'identité est devenue quelque chose de très important dans nos sociétés, même si je vois que le Front National n'est que l'expression française d'un mouvement qui existe dans toute l'Europe où le national-populisme va progresser, où ils auront au Parlement européen pas loin de 100 parlementaires. Je ne pense pas que le Front National sera en tête lors des élections européennes, parce que je pense que l'électorat frontiste ne se mobilise pas lors de ces élections, parce que je pense qu'il peut être en tête ou peut être challengé telle ou telle liste dans une région, mais qu'il faut être en tête dans toute la France. Donc là, on est en train de nous vendre un film qui est l'inverse d'ailleurs de celui de 2002, qui est le Front National en tête, alors qu'on nous vendait en 2002 que Lionel Jospin allait gagner l'élection présidentielle. Donc je pense que ça provoquera sûrement un certain nombre de choses. Et puis parce que cette élection européenne va être pour la première fois une élection continentale et non pas une élection nationale. Donc plus on rentre dans cette campagne, plus on s'aperçoit qu'en fin de compte, le débat va être entre Juncker, Schulz, José Bové ou M. Tsipras, qui sont les candidats à la présidence de la Commission. Et le Front National n'a pas de candidat. Ouais. Pascal Perrineau n'a pas l'air tout à fait d'accord avec vos analyses. Oui, si vous voulez, cette européanisation de l'élection européenne, oui, en effet, maintenant, il y a des candidats. C'est la première fois. C'est la première fois pour la présidence de la Commission. Donc l'Europe commence à avoir un peu de chair, ce qui lui manquait, parce que c'est difficile de faire de la politique sans incarnation. Et l'Europe a découvert maintenant, en effet, que la politique ne peut pas se faire sans incarnation. Mais on voit en effet que pour les nationalistes ou les nationaux-populismes, en effet, il n'y a pas de leader, parce que ce sont bien sûr des forces politiques qui placent leur combat avant tout dans des isolats nationaux. La situation de s'organiser au plan européen, ça viendra après, lorsqu'il s'agira de constituer ou non un groupe, alors que pour l'instant, Jean-Marie Le Pen et sa fille sont dans le groupe des non-inscrits. Et là, on voit bien comment il y aura certainement un espace pour constituer un groupe beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Mais je ne crois pas tout de même, si vous voulez, qu'on va avoir une grande élection supranationale. On va avoir 28 élections locales avec des éléments d'européanisation, mais ces élections européennes, je le crains, resteront des élections très nationalo-centrées. Vous êtes à l'aise, quand Pascal, je rebondis sur votre terme, avec cette notion de populisme? Le Front National est un parti populiste aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen? Ça dépend ce qu'on met derrière le terme. Qu'est-ce que vous y mettez, vous? Personne n'y met une acception péjorative. Moi, je trouve qu'incarner le peuple et traiter de populiste ne me paraît pas particulièrement déplaisant. Mais je voulais dire une chose qui n'est pas retenue par l'analyse de mes deux interlocuteurs. C'est la montée de l'euroscepticisme. Car la prochaine élection va être aussi une occasion pour les électeurs de l'Europe de se prononcer par rapport à cette Union européenne, à la politique qu'elle a menée et à ses impuissances, et notamment dans la suppression de ses frontières, dans l'impossibilité qu'elle a d'élaborer une quelconque défense européenne. Et ce sera, pour nous en tous les cas, une occasion, presque un test fondamental de poser la question, est-ce que nous devons rester dans l'Union européenne ou pour reconquérir notre liberté d'action et pour reconquérir la souveraineté de la France, est-ce que nous ne devons pas en sortir? Et ça, c'est une question qui va être, au fond, à mon avis, celle d'une campagne qui va être très très courte, parce qu'elle va durer 2 mois. Mais sans ça, elle est au fond de l'affaire. Parmi ces thèmes qu'aborde le Front National, l'euroscepticisme, vous l'avez dit, mais il y en a d'autres qui, effectivement, comme ça, sont en train de se diffuser dans la société française et au-delà dans la société politique. Vous êtes très lucide, vous, en tant que socialiste, par rapport à cette diffusion, justement, des idées du Front National, et c'est leur banalisation, diraient certains.
il est évident qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, la question de l'immigration, par exemple, est devenue une question portée en son temps par l'extrême droite et aujourd'hui reprise par une partie de la droite. Comme quand vous voyez que le leader, par exemple, néerlandais du mouvement équivalent à celui de M. Le Pen, propose de raccompagner à la frontière l'ensemble des Marocains de son pays, vous voyez comment ce n'est pas le problème de l'euroscepticisme, voire de l'europhobie simplement, qui est posé, mais le problème d'un processus de xénophobie qui est extrêmement partagé dans une partie de la population européenne, mais comme produit, là, réellement, de l'impuissance économique, politique et sociale du PPE ou des conservateurs en Europe. Je veux vous faire rebondir, Jean-Marie Le Pen, sur ce thème de xénophobie. Le Front National xénophobe, c'est comme ça une formulation qui vous fait réagir de quelle manière? Est-ce qu'on aurait pu appeler ainsi, en 14-18, les adversaires de l'Allemagne? Est-ce qu'on disait que les anti-allemands étaient des xénophobes? Ou pendant la guerre, est-ce qu'on pouvait dire que les résistants étaient des xénophobes parce qu'ils luttaient contre l'Allemagne, contre l'occupation allemande? Bien sûr que non. Nous définissons, non pas, j'ai toujours dit, vous ne devez pas en vouloir aux immigrés, mais seulement aux hommes politiques qui sont responsables de cette situation. Je vais vous donner un chiffre qui m'a été donné par un géopoliticien. En 2050, la population du Nigeria sera de 440 millions d'habitants. 440 millions. Par conséquent, le problème de l'explosion démographique du monde comparé à la dépression démographique du continent, ce que j'appelle le continent boréal, crée des conditions apocalyptiques d'avenir. Et c'est cette perception que nous avons eue avant les autres qui a peut-être modelé un discours qui a été mal compris et mal admis, mais que beaucoup de gens maintenant, aujourd'hui, sont obligés de regarder en face. Comment vous répondez à ça, Jean-Christophe Cambadélis? On est au cœur du sujet. Parce que comparer la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre de 14, où nous étions agressés par l'Allemagne, en 1940 aussi, à la situation de l'immigration, on voit bien que la hantise du métissage, le fait que ces populations sont grandement françaises, ce sont des Français. Mais ce que l'on ne veut pas accepter, c'est que ce soit des musulmans. Donc on estime que ces musulmans ne sont pas assimilables dans nos sociétés. Et donc on est au cœur du débat, qui n'est pas un débat européen, mais qui est un débat qui tourne autour de la xénophobie et la capacité ou pas de l'ensemble de l'Europe, jusqu'à l'Oural ou au-delà, d'intégrer ces populations et de faire en sorte que ce soit un élément de la renaissance européenne. Et qui pose évidemment la question de l'identité nationale. C'était au départ effectivement les thèmes du Front National. C'est en train aujourd'hui, on l'a dit, de diffuser au sein de la société française et au sein de la droite. Est-ce que vous croyez à ce qui est le grand débat du moment, Pascal Perrineau? En tout cas, c'est le grand fantasme du Front National, c'est-à-dire une recomposition de la droite dont le Front National serait le pivot autour de ces thématiques-là précisément aussi. Alors là, il y a à la fois, il faut être attentif à la dynamique en tant que telle du Front National. Les élections européennes seront un indicateur de cette dynamique. Sera-t-elle forte, moyenne, faible? Nous aurons une réponse dans quelques semaines. Mais il y a aussi l'attitude de la droite, si vous voulez. Que fera la droite classique? Est-ce qu'elle aura trouvé un leader incontesté? Dans quel ordre se présentera-t-elle pour l'échéance présidentielle de 2017? Aura-t-elle adopté un axe stratégique lisible pour mobiliser l'opposition? Vous voyez, tout ne dépend pas, toutes les clés ne sont pas dans les seules mains du Front National. Elles sont aussi dans les mains, en effet, de l'UMP et de son allié de l'UDI. Et c'est vrai que le Front National peut, d'une certaine manière, profiter pour l'instant de ce que l'on pourrait qualifier de désarroi, un peu de la droite classique. Même si le Front National ne se nourrit pas simplement de ces éléments de crise politique de la droite. Je crois qu'au travers du débat de l'immigration, il faut élargir. Si vous voulez, dans toutes les sociétés européennes, dans la société française comme dans la société allemande, britannique, on parlait tout à l'heure du Danemark, de la Suède, etc., il y a une partie de la population qui est inquiète devant les mécanismes d'ouverture. Alors, l'ouverture, elle a un triple visage.
c'est une ouverture politique, la construction de l'Union européenne avec ses différentes étapes. L'ouverture, elle a un second aspect, on le connaît très bien, c'est la globalisation économique, l'ouverture de nos économies. Et puis, il y a un troisième visage, c'est l'ouverture telle que les gens l'aperçoivent dans le quotidien, des sociétés qui deviennent de plus en plus cosmopolites, diversifiées en termes d'apport migratoire, etc. Et nos opinions sont en train de se fracturer là-dessus. Il y a toute une partie de l'opinion qui considère que, voilà, certes, ça peut poser des problèmes, mais il y a plus d'avantages que d'inconvénients à l'ouverture. Et puis, il y a d'autres secteurs de l'opinion qui disent non, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Et le Front National, comme d'autres forces d'ailleurs, le parti en effet de Wilders aux Pays-Bas, le parti danois du peuple danois au Danemark, l'UDC en Suisse, sont des partis qui sont un peu à l'avant-garde de ces segments des sociétés européennes qui sont rétifs, inquiets devant cette ouverture qui a plusieurs visages. Avril 2002, avril 2014, on a comme ça essayé de cerner cette évolution sur 12 années. On a parlé de la diffusion de ces idées du Front National. Je reviens à ma question qui vous était posée. Merci quand même pour cet état des lieux, Jean-Marie Le Pen. Sur cette diffusion de vos idées au sein de la droite dite classique ou traditionnelle. Alors il y a la grande expression du moment, on parle de buissonnisation des esprits à droite. Vous le connaissez bien sûr, Buisson. Comment vous réagissez quand aujourd'hui on utilise ce terme et qu'on a ce débat-là? Je crois que ça va plus loin que ça. Je crois que les graves problèmes, et en particulier le grand problème démographique qui va dominer, à mon avis, les prochaines années et les prochaines décennies, va fracturer tous les partis politiques, y compris le Parti socialiste, y compris le Parti communiste. De se déterminer par rapport à ce qu'on appelle à tort la xénophobie, c'est-à-dire une crainte de voir disparaître sa propre identité par la submersion démographique d'une immigration incontrôlée et à vocation majoritaire. Cette inquiétude est partagée par beaucoup de classes de la société. Et je crois que M. Perrineau a fait une analyse assez juste de la chose, mais n'a pas tenu compte de cet aspect de la démographie mondiale. La population mondiale est passée en un siècle et demi de 1 à 7 milliards d'habitants. Tandis que la population de ce que j'appelle moi l'Europe boréale est restée aux alentours de 700 millions. Il est bien évident que s'il n'y a pas à un moment donné un contrôle du passage de l'une dans l'autre, eh bien, le principe des vases communicants fera que les 7 milliards, ou une partie d'entre eux, se déverseront dans la partie qui est sous-peuplée. Dernière question de ce débat, je vais la poser à Jean-Christophe Cambadélis et bien sûr vous répondrez. Jean-Marie Le Pen, est-ce que finalement c'était pas plus facile de combattre le Front National de Jean-Marie Le Pen que de combattre aujourd'hui celui de Marine Le Pen, et aussi pour toutes ces raisons contextuelles qu'on vient d'évoquer ensemble, au-delà du personnage? Vous savez, je crois qu'on est rentré dans une phase de tripartisme, ce qui n'était pas le cas au moment de l'émergence puis du 21 avril 2002. Tripartisme dans un des partis d'extrême droite, mais tripartisme. Et la séquence qui s'ouvre maintenant, nous l'avons vu, cette séquence-là, elle va aller jusqu'à la présidentielle. Et à mon avis, il y a une lutte, entre guillemets, à mort entre la droite, le Parti socialiste, enfin l'UMP, le Parti socialiste et le Front National. Parce que le parti qui ne sera pas au deuxième tour de l'élection présidentielle rentrera dans une crise profonde. Si Marine Le Pen n'est pas au deuxième tour de l'élection présidentielle, à ce moment-là, se posera dans le parti une interrogation sur la stratégie qui a été adoptée. Si le Parti socialiste, alors que le président est socialiste, n'est pas au deuxième tour de l'élection présidentielle, à ce moment-là, il y aura une crise majeure. Et si la droite, quel que soit son leader, n'est pas au deuxième tour de l'élection présidentielle, alors à ce moment-là, l'UMP éclatera. Et c'est un moment très important de notre histoire politique. Jean-Marie Le Pen, et puis on laissera conclure Pascal Perrineau. Jean-Marie Le Pen, en réaction à ce que vient de dire Jean-Christophe Cambadélis. Oui, je crois que c'est assez juste comme vision. Je crois que, mais c'est peut-être une vue très Sciences Po, si je veux dire, très politique, une analyse très politique. Ma question de départ, je la rappelle, étant de dire, est-ce que c'est plus difficile pour les socialistes d'affronter le FN de Marine Le Pen que celui de Jean-Marie Le Pen? Ah oui, écoutez, je crois que les fondamentaux restent pratiquement les mêmes, mais le discours s'adapte à la situation. Or, il y a une évolution qui se produit dans la manière dont les citoyens ressentent l'État, ressentent la situation générale et bien sûr l'État économique et social.
Donc vous ne pouvez pas museler les craintes, et je le dis, elles touchent tous les milieux sans exception, aggravées, si j'ose dire, par une crise économique d'appauvrissement général de notre pays, mais aussi du monde. Allez, on laisse 30 secondes à Pascal Perrineau pour conclure. Oui, je crois que cette idée de tripartition d'un espace politique français qui était habitué à la bipolarisation, c'est une réalité à laquelle il va falloir faire pendant de longues années. Cela traduit également un État social et économique. C'est aussi parce que devant les défis de la crise économique et sociale, la droite sous Sarkozy et la gauche sous Hollande n'ont pas, à tort ou à raison, semblé emporter la conviction qu'un espace s'est développé pour une troisième force. Quand la droite et la gauche ont des réponses, regardez en Allemagne, eh bien, il n'y a pas de parti équivalent au Front National. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les trois d'être venus débattre sur ce plateau en réaction à ce documentaire comme un coup de tonnerre qui revenait sur le 21 avril 2002. Merci à vous de nous avoir suivis et bien sûr, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un nouveau film qui forcément fera débat.